Mais donc, le sujet d'aujourd'hui était la poésie en tant que telle. On va essayer de tourner autour, d'essayer de comprendre de quoi il s'agit. Et il était entendu que ce soit d'abord Fabrice Midal, que vous connaissez tous. Donc je n'ai pas besoin d'introduire en tant que tel. Que ce soit Fabrice Midal qui commence à partir de ce qu'il avait appelé le chant d'Orphée. Fabrice. Merci beaucoup. Je suis très content d'être avec vous cet après-midi pour essayer de dire quelque chose de la poésie, et ce, d'autant plus que l'invitation que vous m'avez faite il y a 2 ans, l'année dernière j'avais dû annuler ma venue, et qu'au fond ça tombe bien parce que depuis est paru le livre rouge, et je crois que ça donne quelques éléments pour la compréhension de ce que peut être la poésie. Au tout début du livre rouge, Jung dit « L'esprit des profondeurs s'est emparé de mon entendement et de toutes mes connaissances et les a mis au service de ce qui est inexplicable et qui va à l'encontre du sens. Il m'a privé de la parole et de l'écriture pour tout ce qui n'était pas au service de cette chose, cette fusion du sens et du contresens qui produit le sursens. » Et au fond, on pourrait dire que ce que je vais faire est un commentaire de cette phrase qui nous éclaire de manière très fine sur quelque chose qui est en rapport à la vérité de la poésie. Il se trouve que samedi dernier, c'était la journée des adhérents de l'école occidentale de méditation, et que François Félier est venu nous parler de Robert Marteau, qui était un très grand poète et le traducteur de ce livre de Hopkins, Le naufrage du Deutschland, qui est un des poèmes majeurs de l'histoire de la poésie. Et François avait commencé ses propos en disant « La poésie dépasse toujours le poète. Le poète est d'autant plus grand qu'il est dépassé par la poésie en lui. » Et vous voyez là comment on peut se mettre en résonance ces deux phrases. La poésie n'a donc rien à voir avec tout ce que les gens croient. Pour la plupart des gens, la poésie est du côté de ce qui est beau, esthétique, joli, ou alors qui est du côté de quelque chose qui est difficile, qui est du côté d'une sorte d'obscurité particulière. Non, la poésie dépasse toujours le poète. Je crois que le phénomène majeur, c'est ça. La poésie est cette singulière parole qui n'est pas la parole d'un sujet qui parle. Je crois que c'est ça le point décisif. La poésie, c'est la parole qui parle, mais pas la parole qu'un sujet produit, qu'un sujet énonce. Donc vous voyez l'étrangeté de la poésie. Moi je vous parle, c'est moi qui vous parle, je vous parle. Mais dans la poésie, on est complètement dans un autre rapport à la parole. La parole ne sert plus à communiquer quelque chose. Et nous, on pense aujourd'hui que la poésie serait une forme de super communication. Mais la parole n'est pas de l'ordre de la communication. Elle est juste de l'ordre de la parole. Je vais vous lire de la poésie parce que je me suis dit qu'au fond, il faut que vous en entendiez. Et que peut-être ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est d'abord vous faire entendre cette parole. Et peut-être juste avant, il faut que je dise une autre phrase du cahier rouge de Jung. Comprendre une chose est un pont et une possibilité de revenir sur le chemin. Comprendre une chose est un pont et une possibilité de revenir sur le chemin. Par contre,
expliquer une chose est un acte arbitraire et parfois même un assassinat. J'étais très saisi de cette formulation qu'on peut trouver aussi chez Heidegger, mais qui est très loin de l'usage habituel. Si on parle de poésie, tout le monde va attendre que j'explique la poésie. Mais voilà ce que dit Jung. Mais c'est pas, encore une fois, c'est pas important que Jung le dise, c'est important que ceci soit dit. Par Jung, comprendre une chose est un pont, et une possibilité de revenir sur le chemin. Par contre, expliquer une chose est un acte arbitraire, parfois même un assassinat. Donc, au fond, dans l'ordre de la poésie, si vous voulez, dans l'ordre de ce qui est important, dans l'ordre de ce qui est essentiel, on ne peut pas expliquer. Et il ne faut surtout pas expliquer. Parce que si vous expliquez, vous vous assassinez. Et la poésie est la parole la plus fragile, parce que c'est la parole qui ne supporte pas l'explication. Donc, maintenant que je vous ai dit ça, je peux vous lire le poème qu'il ne faudrait... moi, je suis partisan. Je ne dis pas du tout que j'ai raison et que c'est le seul moyen. Bien au contraire. Mais je suis partisan, pour ma part, de lire le poème sans explication et même sans entrer dans la moindre lecture du texte. Tu me domptes, mon Dieu, toi qui donnes vie et viande, du monde l'estran, des mers la marée, Seigneur du vif et du mort, tu lias en moi veines et os, m'acharna, pour après quelques défaites, en quel effroi, ce que tu fis, me touches-tu une autre fois, pour qu'à nouveau je sente ton doigt et te retrouve. Oui, j'ai dit oui, ô à l'éclair, à la fuste qui cingle. Tu mouilles plus vrai que langue, confessée. Ta terreur, ô Christ, ô Dieu, tu connais les murs, l'autel, l'heure et la nuit. Ce cœur pâmé que balaie et dévaste ta ruée. Et foule en bas, en horreur des cimes, et la taille contrainte sous le poids, sous le feu de l'angoisse. Sa face froncée, devant moi ce fracas d'enfer, derrière, entre où, oui, où trouver place, tout elle dehors par sortilège. J'ai sauté d'un saut du cœur au cœur de l'autre. Mon cœur, tu étais, aile de pigeon, j'ose le dire, d'esprit voyageur, sans vent de vantardise, pour flamber de la flamme à la flamme, t'exaucer de la grâce à la grâce. Moi voué au vent, comme au sablier contre le mur, ferme mais que mine un glissement, et ça s'agglutine et délite par la chute, moi comme une eau dans un puits, suspens, miroir, mais à la corde toujours tenue jusqu'en bas tout du long, des abruptes flancs du Val, veines de l'évangile offert, oppression, principe, don du Christ. Voilà le début. Et juste, on sent, j'espère que vous sentez que c'est de la poésie dans l'entente de la parole, dans l'entente qu'on a que quelque chose parle. Évidemment, la traduction ici est complètement prodigieuse. Il existe de très nombreuses traductions, mais c'est le dernier travail de Robert Marteau, et on voit comment il a tout à fait restitué en français la langue qui se délite, la langue qui fait naufrage. Le naufrage du Deutschland, c'est aussi le naufrage de la parole que le poème nous fait éprouver.
Donc le premier point, si la poésie dépasse toujours le poète, c'est que la parole poétique ne sait pas, au sens ordinaire. Dans mon livre Pourquoi la poésie, c'est comme ça que je commence. Au fond, la poésie est la seule parole qui ne sache pas. Vous allumez la radio, tout le monde sait. Tous les gens savent. Et maintenant, on ne donne même plus que la parole aux soi-disant experts qui vous expliquent tout. Et le poète, lui, il ne sait pas. Il écrit parce qu'il ne sait pas. Et encore une fois, c'est tout à fait frappant que c'est aussi ce que raconte Jung dans le livre rouge. Il écrit le livre rouge parce qu'il ne sait pas. Les gens écrivent parce qu'ils savent. Parlent parce qu'ils savent. Et il y en a qui écrivent parce qu'ils ne savent pas. Et qui écrivent pour entendre quelque chose qui ne s'est pas dit avant, qui ne se dira pas autrement. Et c'est tellement profondément abyssal et décisif quant à la possibilité même d'être un être humain. C'est tout à fait malheureux. Dès qu'on parle de poésie, les gens ont l'impression qu'on va parler de quelque chose d'accessoire, d'à côté, de littéraire, de culturel. Non. La poésie est la seule manière de dire, de la manière la plus décisive et la plus radicale, ce qu'il en est de la vérité même de l'être humain. Parce que la vérité même de l'être humain est telle qu'il ne peut pas savoir ce qui est absolument essentiel. Et tous les gens qui savent, quand vous écoutez à la radio, ils savent et ils expliquent. Parce qu'au fond, ils ne savent rien. D'absolument. Vous voyez, si vous voulez, on pourrait renverser la chose, même si je ne veux pas du tout jouer, mais on pourrait renverser la chose. Le poète ne sait rien, c'est le seul qui sache. Mais il sait de telle manière que ce n'est pas une explication, il sait de telle manière qu'il ne détienne pas ce savoir, il sait, dans la fragilité la plus grande, en tant qu'il arrive à que quelque chose lui parle. Donc le poète est dans la posture tout à fait singulière, que c'est pas lui qui parle, c'est lui qui écoute. Sa parole est d'abord une parole qui écoute. Là, je crois qu'on commence à être un tout petit peu plus précis. La parole habituelle est une parole qui n'écoute pas, ou qui s'écoute elle-même. Mais la poésie est une parole qui est tout le temps à l'écoute de tout. En plus, à l'écoute de tout. Je vais vous lire un autre poème très différent. Après le côté très dramatique d'Hopkins, je vais vous lire un extrait de Patterson de William Carlos Williams. Décide-toi, si le chapeau te va, mets-le. Les fleurs semblent avoir proliféré pour être dans le ton. Roquettes blanches, sur leurs tiges aux 4 pétales, si serrés qu'ils ne laissent aucun espace libre. D'un bord à l'autre du cadre, sans perspective, se jouxtant sur la toile et formant son dessin. Violette capricieuse, comme un cavalier sur l'échiquier, quintefeuille, jaune. Il s'agit d'une tapisserie française ou flamande, primevère odorante, poussant au ras du sol, que les poètes ont rendu célèbre en Angleterre. Je ne puis toutes les énumérer. Calcéolaires, mauves et blanches, qui oscillent sur leurs sveltes bractées au calice uniment disposé, digitales églantines ou roses sauvages, du même rose que le lobe d'oreille d'une dame qui dépasse de ses cheveux, campanule brun d'herbe bleue et pourpre fin comme des myosotis au milieu des feuilles, étamines jaunes, pétales violets et vice-versa, pissenlit, nigelle, bleuet, chardon et tant d'autres fleurs, dont je ne sais ni le nom ni le parfum. Les bois sont pleins de houx, je vous ai prévenu, ceci est une fiction, faites attention. Le drapeau jaune des campagnes françaises parmi bien d'autres fleurs, jonquilles et gentiane, marguerite, pétales, d'encolie, myrte clair et foncé, calendule. Le caroubier dans la brise matinale,
Une branche remue doucement derrière sa fenêtre, ondulant de haut en bas et d'avant en arrière. Ne me rappelle plus que le sourire d'une vieille femme, un fragment de la tapisserie conservé sur le mur du fond, montre une jeune femme au front arrondi, perdue dans les bois, où se cachant, elle est annoncée. On la présente ainsi, par le corps d'un chasseur qui disparaît presque entièrement derrière un buisson. Elle m'intéresse dans sa singularité, elle écoute attentive au milieu des feuilles, dans sa belle robe. Et je crois que là, encore une fois, même si on n'entend pas, voyez comme l'espace qui s'ouvre de Hopkins et l'espace qui s'ouvre de William Carlos Williams est complètement différent. Après même 3 vers, on est tellement tout de suite dans un autre monde. Et ça, c'est saisissant. Donc Hopkins est un des plus grands poètes anglais, enfin c'est un des plus grands poètes. Il était anglais, il était protestant qui s'est converti au catholicisme en Angleterre, ce qui a fait beaucoup de scandale, et il a vécu à la fin du XIXe siècle. Ses poèmes n'ont jamais été publiés de son vivant, c'est vraiment par hasard, par un de ses amis, qu'on les a retrouvés et qu'on a pu les publier. Et c'est vraiment un sommet de la poésie dans l'invention à neuf de la langue. William Carlos Williams, c'est un des poètes qui m'est le plus cher. C'est un poète complètement... Peut-être il me touche particulièrement parce que je trouve que c'est un des poètes les plus tendres. Qui est un tout petit peu contemporain de celui qui a écrit les Cantos. Voilà, il était ami avec les Rapontes, c'est juste un tout petit peu après. Et c'est lui qui va donner un peu le bâton de témoin à des gens comme Ginsberg, qui sont la génération d'après. Et il était médecin obstétricien. Et vous voyez, vous entendez tout de suite, je crois qu'on a avec ces 2 extraits, la manière dont la poésie ouvre un monde. La poésie a cette singularité de vous ne pouvez pas immédiatement la comprendre d'un point de vue, disons, avec le sens. Elle parle, si on voudrait réemployer l'expression de Jung, elle parle qu'avec l'esprit de profondeur. Et cet esprit de profondeur, dans la poésie, se donne comme chant. Et chant, ça ne veut pas dire seulement chanter comme on chante une chanson, mais chanter au sens que c'est le rythme de la parole qui importe. Et les poèmes sont en pied, parlent de pied, parce que les 2 choses qui constituent la poésie, il y a 2 choses, c'est la marche, le pied c'est la marche, le rythme de la marche, et le rythme du souffle. Et la poésie a ceci tout à fait singulier, c'est qu'elle parle à partir du rythme du pas et du souffle, de la respiration. Et le souffle de William Carlos Williams, c'est pas le même souffle que Hopkins. Et William Carlos Williams souligne par exemple qu'il a un souffle lui-même court. Ses poèmes, si je vous montre une page, vous voyez que ce qu'on appelle les vers sont très courts, 2-3 mots. Et ça avait à voir avec le souffle qui était le sien. Vous voyez, et ça c'est tout à fait important. Donc ça, j'essaye de creuser plus avant le point de en quel sens la poésie ne sait pas. Vous voyez, de quelle manière la poésie ne sait pas. Et déjà, elle ne sait pas parce qu'elle écoute le souffle et le pas. C'est pas elle qui décide. C'est la parole qui parle, et elle parle déjà parce qu'elle est en rapport au souffle et au pas. Je vous relis maintenant la phrase de Jung que j'espère va consonner de manière plus ample. L'esprit des profondeurs s'est emparé de mon entendement. Donc ça fait l'esprit des profondeurs et l'entendement, et toutes mes connaissances. Et elle les a mis au service de ce qui est inexplicable. Et toute la poésie est en rapport à l'inexplicable. Elle sauvegarde l'inexplicable.
fais juste une courte parenthèse, dans notre vie, le plus important, c'est l'inexplicable. Et c'est parce que nous ne donnons pas droit à l'inexplicable que nous sommes aussi malheureux. Je crois que la raison principale pourquoi les êtres humains sont souvent si malheureux, c'est qu'ils oublient l'inexplicable et que ne règne plus que l'explicable. Et à force que règne sans cesse l'explicable, il n'y a plus d'espace pour respirer, il n'y a plus de souffle et il n'y a plus de vie. Donc l'esprit des profondeurs s'est emparé de mon entendement et de toutes mes connaissances et les a mis au service de ce qui est inexplicable et qui va à l'encontre du sens. La poésie vous demande ça. La poésie vous dit, vous écoutez 2 vers d'un poème, ça vous dit, es-tu prêt à accepter de laisser, d'aller à l'encontre du sens, de laisser venir, je ne sais pas comment dire, quelque chose, un autre sens, un sursens, comme dit Jung, qui va à l'encontre du sens. Est-ce que tu es prêt à ça? Si vous répondez non, vous n'entendez pas le poème. Le poème ne s'ouvre qu'à partir du moment où vous dites d'accord. Je consens. Je consens. Et c'est un déplacement qui est un déplacement tellement important. Encore une fois, les êtres humains sont malheureux parce qu'ils ne veulent pas faire ce déplacement. Ils veulent continuer à être la mesure de tout. Et même ceux qui s'intéressent à la poésie, malheureusement, parfois, quand ils en font un nouveau objet culturel, c'est perdu. La poésie n'a rien à voir avec la culture, n'a rien à voir avec l'esthétique. Mais je pense que j'y reviendrai. Elle n'a rien à voir avec la culture puisqu'elle est au fond, parce que la culture veut produire du sens. Parce que la culture va contre l'esprit de profondeur. Que la culture, c'est la manière dont les gens essayent de se sentir à l'aise avec des choses sophistiquées. Mais la poésie n'a que faire du sens. Elle nous met en rapport au fait que nous soyons des êtres humains qui ont à inventer leur propre existence. Et que ça n'est pas rien. Donc je reprends la phrase. L'esprit des profondeurs s'est emparé de mon entendement et de toutes mes connaissances et les a mis au service de ce qui est inexplicable et qui va à l'encontre du sens. Il m'a privé de la parole et de l'écriture pour tout ce qui n'était pas au service de cette seule chose, cette fusion du sens et du contresens qui produit le sursens. On pourrait dire, mais Michel, je parle sous votre contrôle, vous me direz si c'est abusif, mais on pourrait dire que c'est la fusion de la lumière et de l'obscurité dans une autre dimension, qui met au-delà de la lumière et de l'obscurité. Et que la parole parle de ça. La parole, on pourrait dire, c'est la parole poétique est une parole qui garde l'ombre en elle. Là où la parole de notre société voudrait escamoter l'ombre et faire que ne règne plus que la lumière. Mais la lumière qui ne donne plus droit à l'ombre, c'est une lumière fausse, c'est une lumière fabriquée, c'est une lumière instrumentalisée. Et notre monde meurt d'avoir tellement peur de l'ombre. Mais il ne s'agit pas d'entrer dans l'ombre, il s'agit de cette fusion du sens et du contresens, de la lumière et de l'ombre pour une autre dimension. Ça, c'est cette autre dimension, c'est ça la poésie. Bon voilà, ça c'était le premier point. La poésie ne sait pas. Le deuxième point, la poésie n'est pas poétique. La poésie n'a rien à faire de l'aspect poétique. Pour la plupart des gens, la poésie, c'est des vers sympathiques et jolis, dont la poésie romantique serait le sommet. La poésie romantique, là je parle vraiment française, Musset, etc. Et ça finit par déboucher sur ce langage poétisé. Voilà ce que dit Paul Éluard. Rien de plus affreux que le langage poétisé, que des mots trop jolis gracieusement liés à d'autres perles. La poésie véritable s'accommode de nudité crue,
de planches qui ne sont pas de salut, de larmes qui ne sont pas irisées. Elle sait qu'il y a des déserts de sable et des déserts de boue, des parquets cirés, des chevelures décoiffées, des mains rugueuses, des victimes puantes, des héros misérables, des idiots superbes, toutes sortes de chiens, des balais, des fleurs dans l'herbe, des fleurs sur les tombes. C'est magnifique, hein. Ça c'est vraiment le côté très sympathique d'Éluard, qui est un poète tout à fait singulier, Paul Éluard, pour ça. Il est débordé par la poésie. Rien de plus affreux que le langage poétisé, que des mots trop jolis gracieusement liés à d'autres perles. La poésie véritable s'accommode de nudités crues, de planches qui ne sont pas de salut, de larmes qui ne sont pas irisées. Elle sait qu'il y a des déserts de sable et des déserts de boue, des parquets cirés, des chevelures décoiffées, des mains rugueuses, des victimes puantes, des héros misérables, des idiots superbes, toutes les sortes de chiens, des balais, des fleurs dans l'herbe, des fleurs sur les tombes. C'est magnifique, ça c'est vraiment... Et je crois que c'est vraiment important. La poésie, c'est ce qui fait effraction. C'est ce qui fait vérité. C'est ce qui se montre comme vérité. La poésie n'a rien à voir avec ce qu'on appelle habituellement la beauté. Elle a à voir avec la beauté, mais d'une manière, vous voyez, parce que c'est pareil. La beauté, pour la plupart des gens, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, la lumière qui n'a rien à voir avec l'ombre. Donc la beauté, c'est ce qu'on voit dans les vitrines. On confond beauté et boutique. C'est ce que dit Cummings, qui est un autre poète américain de tout premier plan. Mais la beauté, c'est pas la boutique. Et donc, si on veut entendre la poésie, il faut entendre que ça fait effraction. Ça se reconnaît dans le rythme de la parole qui nous concerne. Et je vais vous lire un autre poème. C'est un poème de Pasternak, Notre orage, dans la traduction d'Armand Robin. Et j'ai oublié, excusez-moi, de vous dire que la traduction de William Carlos Williams est de Yves Dimano, qui a tant fait pour traduire la poésie américaine. Et là, c'est Armand Robin qui était un homme complètement singulier, étrange, dont je parle un peu en détail dans mon livre. Donc voilà le poème de Pasternak. Notre orage. Ce lit-là que le prêtre orage brûla sa chair fumante ombrage, l'œil, le nuage. Un souffle doit tiédir les fourmis, leur guingois. Un son de seau gît sur le flanc, eau, soif du ciel et ciel manquant. Ruisseau son cœur, luttant par sang. Tes fleurs sont tendres, ô prêtre vent. Toi, près des mailles, on a quasi pelé, gelé ton lazuli, mais ta geline prend son temps, tient droit son cœur sous de diamants. Sous leur fût, les lampeurs d'orage tendent tendres toques d'herbage. Trèfle, ô barbier barbu, sanglant, ton nez pue à plein vent le vent. La mouche s'englue en sa bauge de framboisier, brusque en déloge, son dard de maçon se propose, gîte, j'aime, juillet plus rose. Son vol est brant sur les courtines, puis bond de belles ballerines. Son dard d'orgueil se plante où la chair est feuille moisie. Ô, toi, ne sois que foi, mais je et ta migraine grondant sur tes pas, ces grands destins pour cieux furieux, sur merisier greffant ses feux. Je crois, j'ai foi, l'or vie te vienne, ton corps qu'aurore en robe en reine. Sur l'icône de ton été, j'ai fait feu de Saint-Jean brasier. Et le terrège, ta bouche est piège, piège qu'assiège perce-neige, sur mes lèvres j'essaie de neige, c'est sur mon songe ombre qui neige, et de ma joie, ô que ferais-je, un vers, 8 voix, quel beau cortège, ta bouche en tête en beau corrège, l'opium des champs gerceurs l'enneige, voix,
l'alphabet dans mes 8 voix est brasier bataillant sur toi. Vous voyez, on est ailleurs que dans ce qu'on appelle habituellement le poétique. On est dans une parole qui s'impose, et j'ai pris à dessein des poèmes qu'on pourrait dire difficiles. Le troisième point, je l'ai déjà abordé parce que je me suis senti que je ne pouvais pas vous lire les poèmes sans l'aborder, c'est que la poésie ne peut pas s'expliquer. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la montrer, ça ne peut pas dire qu'on n'essaye pas de comprendre quelque chose de la poésie. Mais il faut faire très attention. Je relis la phrase de Jung: comprendre une chose est un pont et une possibilité de revenir sur le chemin. Il faut comprendre de telle manière que la compréhension, je crois que la phrase de Jung est tout à fait saisissante, elle est même fulgurante, parce qu'il dit très bien que comprendre, c'est la possibilité de revenir sur le chemin. Quand vous avez compris le poème, le poème n'est pas détruit par la compréhension. Si vous avez un problème, je ne réussis pas comment je dois faire ça, on vous explique, la chose disparaît. Je ne sais pas comment je dois faire sur mon clavier d'informatique, donc la chose là pose problème. On vous dit, voilà, tu t'appuies sur telle touche, puis telle touche, puis telle touche, puis tu fais telle manœuvre et telle manœuvre, et là, il n'y a plus rien. Le problème a disparu, on vous a expliqué, la chose a disparu, tout est limpide. Dans la poésie, il faut non pas une explication qui fasse que le poème a disparu dans l'explication, mais il faut que la compréhension permette de refaire le chemin du poème, on pourrait dire, encore mieux. Et la seule manière de parler d'un poème qui soit juste, ce que je ne ferai pas aujourd'hui, mais que nous faisons souvent dans l'école occidentale, comme dans le dernier séminaire que nous avons consacré à Paul Celan, où on peut faire ça, mais alors il s'agit de faire un exercice de lecture qui nous permette de traverser le poème. Et plus on a compris, plus on voit le poème. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez bien cette distinction qui est en réalité très simple une fois qu'on l'a vue. Et ce dont nous avons besoin, encore une fois, c'est pas d'explication, mais de compréhension, c'est-à-dire de pouvoir être auprès des choses. Le père du poète Yeats disait « Nous sommes portés à imiter ce que nous comprenons le moins. Ce que nous comprenons, nous le comprenons. Nous imitons l'impénétrable. » Et je crois que c'est ça le point décisif, c'est est-ce qu'on peut respecter et même entrer en rapport à l'impénétrable. Vous voyez, notre vie est entièrement tissée d'impénétrable. Entièrement tissée de ce que Jung appelle l'esprit des profondeurs. Notre vie est marquée par quelque chose qui nous échappe, qu'on ne comprend pas, qui nous dépasse. Souvent, notre vie n'est qu'à la surface d'une immensité qui nous fait défaut. Et la poésie nous parle de cette immensité. Elle nous ramène l'écoute à cette immensité. Voilà comment le dit Jacques Audiberti. Dès qu'elle se prétend poésie, dès qu'elle se fatigue à se démontrer, la poésie doute, elle est perdue. Dès qu'elle se prétend poésie, dès qu'elle se fatigue à se démontrer, la poésie doute, elle est perdue. Voilà, ça c'est pourquoi il s'agit de ne rien expliquer. Quatrième point, entendre la parole parler. Je vous en ai dit déjà tout petit peu. La poésie, c'est l'entente de la parole qui parle. Que tant de gens, écrit Paul Celan à Nelly Sachs, désertent la parole, leur propre parole,
tout aussi aisément que celle qui leur est donnée, cela fait partie des choses les plus difficiles de notre temps. Que tant de gens désertent la parole, leur propre parole, tout aussi aisément que celle qui leur est donnée, cela fait partie des choses les plus difficiles de notre temps. Et ça, je crois même, c'est ça même qui rend les gens fous aujourd'hui. C'est que personne ne leur parle jamais. Si vous vivez en regardant la télévision 3h45, comme c'est la moyenne nationale en France, vous passez, et puis que vous êtes pris dans le travail, où seul compte l'efficacité, vous pouvez passer vos journées et des années sans qu'il y ait eu une parole qui vous parle, qui respecte la parole. Et ça, c'est tout bonnement atroce. Vous voyez, c'est pour ça que Baudelaire peut dire on peut vivre 3 jours sans pain, mais sans poésie jamais. Vous dites le contraire, et bien vous mentez. Vous ne pouvez pas vivre sans qu'une parole vous s'adresse à vous, sans qu'il y ait même une parole qui dise quelque chose. Je vais vous lire le début de la première Olympique de Pindare, dans la traduction de Jean-Paul Savignac, qui est un autre traducteur absolument inouï. Et je vais vous lire comme je peux. Alors là, je vous dis, ça va pas être... c'est plus dur que ce que je suis capable. Donc, je fais comme je peux. Première est l'eau, et l'or en feu qui brûle, éclate la nuit au comble de la richesse altière. Mais si sonner des jeux te plaît, cher cœur, non, or le soleil ne scrute plus, d'autres plus torrides au jour, d'astres lumineux dans l'éther solitaire. Ni ne parlons d'une joute meilleure qu'Olympie, de là l'hymne richement dit s'éploie, grâce aux prudences des sages pour bruire, l'enfant de Chronos, au fastueux venu, au bienheureux foyer de Hiéron, qui garde le sceptre thémistéen en Sicile, profuse d'ouailles cueillant les cimes de toute vaillance, il s'illumine aussi dans la chamarre de la musique que nous jouons souvent, nous les hommes, autour de la table amis. Mais la lyre dorienne à son croc, va, prends-la, si la grâce de Pise et de Porte-Victoire a chargé ton esprit des plus tendres soucis, quand près de l'Alphée il s'élança, la croupe incravachée au long des courses, pour mêler au triomphe son maître. Le Syracousin chevaucheur roi reluit sa gloire dans la colonie noble cœur du Lydien Pélops. De lui le grand puissant s'est pris, le terre tenant, Poséidon, quand du chaudron pur le retira Cloto, d'ivoire éblouissante, l'épaule adoubée, oui, que de merveilles. Et pourtant, la rumeur des mortels outrepasse le vrai. Historiés de fausseté diaprée, les mythes trompent. La grâce qui donne aux mortels tout ce qui les enchante, en parant de prestige du non-croyable, a ordi créance maintes fois, mais jour restant, témoin le plus savant. Mieux vaut pour l'homme ne dire alentour des démons que du beau, moindre cool. Et je vais vous lire à l'autre bout de l'histoire de l'Occident un poème de Rimbaud. Parce que Rimbaud est vraiment en rapport à quelque chose du commencement grec de la poésie. On ne part pas. Reprenons les chemins d'ici. Chargé de mon vice, le vice qui a poussé ses racines de souffrance à mon côté, dès l'âge de raison, qui monte au ciel, me bat, me renverse, me traîne.
la dernière innocence et la dernière timidité. C'est dit. Ne pas porter au monde mes dégoûts et mes trahisons. Allons, la marche, le fardeau, le désert, l'ennui et la colère. À qui me louer? Quelle bête faut-il adorer? Quelle sainte image attaque-t-on? Quel cœur briserai-je? Quel mensonge doit tenir? Dans quel sang marcher? Plutôt se garder de la justice. La vie dure, l'abrutissement simple, soulever, le poing desséché, le couvercle du cercueil, s'asseoir, s'étouffer. Ainsi point de vieillesse ni de danger, la terreur n'est pas française. Ah, je suis tellement délaissé que j'offre à n'importe quelle divine image des élans vers la perfection. Ô mon abnégation, ô ma charité merveilleuse, ici-bas pourtant, de profondis dominé, suis-je bête? Là, vous voyez, je crois qu'on voit, où on entend divers des plus grands textes de la poésie. Le dernier point ou l'avant-dernier point dont je voulais vous parler, c'est ce qu'on a appelé l'inspiration. Si le poète ne produit pas son poème comme le menuisier peut produire la table, c'est qu'il est à l'écoute d'une parole qui ne vient pas de lui et qu'on a appelé en Occident inspiration. René Guicadou, qui est un très sympathique poète, disait que l'inspiration, c'est la contre-intelligence du poète, l'agent secret. Et Klebnikov, qui est un autre des grands poètes russes de cette première génération, c'est d'elle que souffle le vent envoyé par les dieux du mot. C'est tout à fait les dieux du mot, vous voyez ? Pas les dieux de la théologie, mais les dieux du mot. Et Hopkins, dont je vous ai lu tout à l'heure le poème traduit par Robert Marteau, disait « Le feu si doux, père de muse, tel est mon manque. Il me faut l'unique flamme d'une inspiration. » Voilà, il y a beaucoup d'autres choses que je pourrais vous dire, mais peut-être on peut avoir une discussion maintenant qui permettra peut-être de préciser certains points. Donc si vous avez des questions, même les plus simples, je ne pourrais pas vous répondre, mais vous êtes bienvenus. Quand tu parlais du naufrage, de l'antiphonage, Oui. J'imagine que c'est différent de La parole, oui, le naufrage de la langue. Le naufrage de la langue, ça c'est l'épreuve de la modernité. Dans la modernité, quelque chose ne tient plus de l'ancien ordre du monde, et cette défaite est de l'ordre d'un naufrage, qu'a à voir avec, si on arrive à l'entendre comme il faut, avec ce que Nietzsche peut dire sur la mort de Dieu. Donc la poésie moderne, mais la poésie, on voit ça aussi chez Rimbaud, et Rimbaud le fait encore plus thématiquement, on pourrait dire. Dans le poème de Rimbaud que je vous ai lu, c'est quasiment thématique, c'est renverser tout un ensemble de choses qui construisaient l'ordre. Et donc la langue fait naufrage. Mais chez Hopkins, ça le fait encore plus dans la langue que... Voilà, ça le fait de manière encore plus... C'est pour ça que Hopkins est un des tout premiers grands poètes pour ça. Parce que vous lisez un verbe, c'est fait.
le mouvement est fait. Oui, parce que je pense que... Parce que le poète ne parle pas de... Le poète parle... L'inspiration, c'est quoi? Ça veut dire que c'est le Dieu qui parle à travers lui. Bon, je ne voulais pas revenir dans tout ça. On appelait ça la muse, on appelait ça... Mais la poésie apparaît à partir du moment où ce n'est pas vous qui parlez, c'est quelque chose qui parle à travers vous, qui est de l'ordre du divin qui parle en vous. Vous êtes vous-même transi, saisi. Tant que c'est vous qui parlez, même si vous entendez un peu de la poésie, voilà pourquoi pour moi la poésie du XIXe siècle est très en retrait dans cette expérience-là. Chez les Grecs, chez Pindare, on voit bien, ça souffle. Pindare, on ne sait rien de Pindare. On n'en a rien à faire de papa, maman, toutes ces histoires-là. Non, c'est Pindare qui parle, c'est l'âme du monde qui parle, c'est toute la Grèce qui parle, c'est le monde entier qui s'ouvre comme monde dans le poème. Et vous avez ça de la même manière chez Rimbaud. Chez Rimbaud, vous avez d'un seul coup, c'est tout un monde qui est en train de s'effondrer, qui parle à travers lui, vous le lisez. Voilà, on parle d'une faillite. Oui, mais si tu peux... Ouais, mais c'est mal dit, c'est pas du tout une faillite. Non, c'est une... Il fait... Mais tout ensemble. Tout ensemble, il voit un monde qui ne tient plus, par où il a rapport à l'origine, et c'est absolument clair que Rimbaud est en rapport à l'origine de la poésie. C'est vrai que je vous ai lu exprès Pindare et Rimbaud, parce que, vous voyez, là, pour moi, ça c'est le mystère de la France. Comment il peut y avoir Rimbaud? C'est unique dans l'histoire, parce que dans les autres pays, ils n'ont pas un phénomène comme ça. Il y a quelque chose qui se travaille de plus loin. Là, chez Rimbaud, c'est quasiment un séisme absolu. Vous avez, chez Rimbaud tout seul, en plus il a 17 ans, comment il fait? Il perce toute l'histoire de la France, toute l'histoire de la poésie, et il retouche quelque chose du plus profond, qui était l'inspiration, je veux dire, puis le début du poème, enfin, c'est juste... Renonce. Comment? Il renonce. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas, au contraire. Je crois qu'il faut dire une chose sur Rimbaud, c'est l'homme qui ne renonce pas. C'est l'homme qui ne cesse d'aller en avant. C'est le poète qui va en avant, qui va en avant, qui va en avant, il ne s'arrête jamais. Et nous, on n'est toujours pas... Le désert dont il parle dans ce poème. Et je pense que Rimbaud, quand je lis Rimbaud, j'ai toujours l'impression... Le premier pas, je le suis, et le deuxième, il est déjà trop loin. Et c'est vraiment... en plus, il ne parle que de ça. Il bute sur quelque chose, il bute. Il bute sur le non-sens. Je crois pas. C'est plutôt une clairvoyance plutôt Oui. que Oui, mais c'est une Absolument. clairvoyance. C'est une clairvoyance. C'est une clairvoyance. C'est une obligation d'assumer cette clairvoyance et de la mettre en mots. C'est- Mais ça, bien sûr. Regardez le premier La vers du poème, quoi? c'est « On ne part pas, reprenons les chemins d'ici ». Mais en plus, comment ça... Non seulement c'est inouï de « On ne part pas, reprenons les chemins d'ici ». Mais en plus, comment ça sonne en français? C'est miraculeux même, en français. « On ne part pas, reprenons les chemins d'ici ». C'est quasiment, on pourrait quasiment faire une devise, notre devise. On ne part pas, reprenons les chemins d'ici. C'est ça que, on peut pas, vous voyez, le côté tellement... Et là, pourquoi c'est aussi vrai? Parce que c'est pas Monsieur Trucmuche qui dit, écoute, on part pas maintenant, on reprend. Non, on sent que c'est pas ça. On sent, ça parle d'une manière, et c'est ça qui fait que c'est pas le moi qui parle. Et je trouve pédagogiquement, j'ai peut-être absolument tort objectivement de ce que je dis sur le 19e siècle, mais pédagogiquement j'ai raison de dire ça. Parce qu'il faut réussir, si on veut voir le phénomène de la poésie, absolument quitter la poésie du 19e siècle, même si pour vrai. Et après, si vous relisez Victor Hugo en ayant lu Pindare et Rimbaud, vous disiez oui, mais il y a déjà ça chez Rimbaud, d'accord. Mais je pense salutaire à un moment d'aller voir cette poésie qui est inexplicable. Parce que dans la poésie du 19e siècle, en plus, elle est un peu trop explicable. On la comprend un peu trop. Là, vous êtes obligé de céder. Vous êtes obligé de vous abandonner au rythme de la parole. C'est le rythme qui sait et c'est pas vous qui savez. Ça, je crois que c'est le plus salutaire pour nous de faire confiance dans ça. Oui.
Ce que vous dites là de la poésie peut s'appliquer à la peinture aussi. Absolument. Oui, je suis obligé de parler de la poésie parce que c'est comme ça qu'on l'a fait, mais on pourrait dire la même chose de la peinture. La peinture du XIXe siècle est une non-peinture. Parce Ah, que, mais je parle de la peinture oui, moderne. oui, mais la peinture, ben, on verrait la même chose. On verrait la peinture Exactement, oui. qui, au XIXe siècle, par exemple, qu'est-ce qui se passe? La peinture devient illustration, Figurative. figurative comme illustration, non plus figurative comme à la Renaissance ou comme au XVIIe siècle, ou même comme dans l'art roman, dans le mystère de l'incarnation. À la Renaissance, elle devient image. Elle n'est plus porteur de cette ombre. Elle n'est plus que de l'ordre du sens. Mais la peinture, bien sûr, la peinture, c'est tout à fait clair. Après, il y a plein de différences entre la poésie et la peinture, mais ça nous mènerait Et trop loin. les images que suscite la poésie. Hein, Parce que oui. c'est ce qui parle en fait. Les... Oui. Dans la poésie, vous avez le rythme, qui est la chose. Le fait que la parole vous parle avant même toute image, vous sentez que quelque chose vous parle, et après vous avez raison. Il y a. les images qui se forment. Absolument. Est-ce que la poésie a à faire avec le dionysiaque? Non, d'abord, elle a à voir avec Orphée. Le dieu de la poésie, c'est Orphée. Et le dionysiaque, pas plus qu'Apollon. C'est même souvent Apollon qui est en rapport à la poésie. Mais le plus important, c'est Orphée. C'est les muses et Orphée. Et le rapport avec les muses, et souvent les muses sont des fois même filles de Zeus, parfois filles d'Apollon. Ça dépend oui, parce qu'on a une idée très fausse sur Apollon. Mais le plus important, c'est que c'est Orphée. Parce que pourquoi c'est Orphée que c'est crucial? La poésie, c'est Orphée, parce que le poète, si vous voulez, en 2 phrases, qu'est-ce que la poésie? J'ose le dire. La poésie, c'est marcher dans les pas d'Orphée. Orphée va en enfer par amour. Et ça, moi, je dis toujours ça. C'est unique dans l'histoire de l'humanité. Ça, c'est une des singularités de l'Occident. Dans plein d'autres mondes, on va bien en enfer, mais pour amener la parole d'immortalité ou une parole mystique. Là, Orphée va juste par amour en enfer. Alors, il y a plein de choses. Il va dans les enfers. Et tout poète va dans les enfers. Il n'y a pas de poète qui n'aille pas dans les enfers. Sinon, ce n'est pas un poète. Et l'enfer, notre enfer. Tout poète entre en rapport à l'enfer qui est celui de notre temps. Vous n'avez qu'à lire Ceylan, c'est insoutenable. Là, vous voyez vraiment où on en est. Les gens rêvent, puis vous lisez Ceylan, vous ne rêvez plus une seconde. C'est insoutenable. Tout poète a quelque chose d'insoutenable. Et les gens disent que la poésie c'est magnifique et c'est beau. Non, il y a une beauté parce qu'on affronte l'obscur. Absolument. Encore une fois, c'est pour ça que c'est tellement frappant le livre rouge de Jung. Et je suis vraiment content de parler maintenant que j'ai pu un peu le regarder, parce que ce que fait Jung, c'est même si lui le fait dans un horizon un peu différent, mais au fond c'est très proche. Tout poète traverse l'enfer. Et tout poète est à 2 doigts de devenir, d'en mourir ou de devenir fou. Et la seule raison pourquoi il peut le faire, c'est par amour. Donc, tout poème est d'abord un poème d'amour. Voilà l'horizon, si vous voulez. Comment? Il faut qu'il y ait du féminin alors, sinon. Oui, mais oui, mais c'est une autre question. Mais évidemment, Eurydice, Béatrice, ça, vous allez en parler. C'est sûr que oui, ça c'est l'Occident. Ça c'est le rapport occidental à la poésie. Alors la question que je me pose, c'est de savoir si vous n'insistez pas un peu trop sur Apollon. Parce qu'on sait que, par exemple, au temple de Delphes, Apollon, la moitié de l'année, s'en allait. Et lorsqu'il s'en allait, il confiait à Dionysos. Est-ce que le Dionysos n'est pas la part d'ombre?
Ah oui, Et oui, donc, est-ce qu'elle ne doit pas être assumée en tant que telle oui, mais et confrontée? oui, mais Apollon, c'est pas que la pleine lumière. Ah ben je sais bien. C'est ça que je voulais dire. Mais moi, je Oui, voulais mais pas alors insister là- trop sur Apollon. Je disais juste, c'est ni Apollon ni Dionysiaque. C'est les deux. Parce que c'est les deux, mais c'est aussi Zeus, et puis c'est aussi, il y a tous les dieux qui viennent. Puis après, il y a Mnémosyne, qui est la mère des 9 muses. Il y a les 9 muses qui dansent. Enfin, donc, je pense que c'est plus ample que de dire juste voilà, c'est ça. Je pense qu'il y a toutes les figures des dieux qui sont possibles dans la poésie. Voilà, mais si on veut, c'est Orphée. D'accord. Mais vous avez raison, Dionysos, on ne peut pas penser la poésie sans parler de Non, mais Dionysos. c'est-à-dire que dès que j'entends parler de lumière, je ne peux pas m'empêcher de penser et la nuit. Absolument. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Et Hein. comme dès qu'on parle de la nuit, je me dis et la lumière. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, Les deux ensemble. la poésie, c'est comment je disais tout à l'heure, c'est la fusion de la lumière et de l'ombre qui produit. Le vrai poème est ailleurs que dans l'opposition habituelle de l'ombre et de la Il y lumière. a sens et contresens. Voilà, sens et contresens, absolument. Ça, je crois que c'est vraiment crucial. Sursens. Oui, sens et contresens qui donnent le sursens. On donne le sursens. Oui. Alors, c'est comme ça que Jung le dit après. Ouais. Mais je crois que oui, c'est absolument clair. Si on parle de la lumière, mais si on ne parle pas de l'ombre, ce n'est plus de la lumière. Si on parle de l'ombre et qu'on ne parle plus de la lumière, on ne parle plus de l'ombre, on parle d'autre chose. Et comme personne ne veut parler des deux à la fois qu'on voudrait, Ou l'un ou l'autre. voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut même penser comment l'ombre et la lumière sont présents et chez Apollon et chez Dionysos. Et chez Dionysos, c'est pas non plus que l'ombre, il y a aussi un élément de lumière chez Dionysos. Donc Dionysos, c'est aussi un monde pour qu'apparaisse quelque chose. C'est une déchirure pour qu'apparaisse quelque chose, et c'est aussi l'aspect de lumière de Dionysos. Et je crois que là ça commence à devenir, on commence à voir le phénomène de la poésie qui est tellement profondément... Oui. Est-ce que le poète porte le monde? Qu'est-ce Est-ce que tu qu'il veux y a, dire? oui, est-ce qu'il y a un rapport nodal entre le poète et l'histoire? Oui, au sens que je disais tout à l'heure, tout poète dit la vérité du temps. Oui, il est. Absolument. Le poète ne dit pas ses états d'âme, le poète dit où on en est, dit le monde. Et vous lisez un poème, je veux dire, vous lisez le poème de Dante, Dante dit beaucoup plus la vérité de son temps que les historiens qu'on a aujourd'hui sur... le poète, il est évidemment en rapport de manière... puisqu'il voit l'ombre et la lumière du temps, et que personne d'autre ne peut faire ça. Notre malheur, c'est qu'on a l'histoire... Notre malheur, c'est qu'on a une histoire beaucoup trop événementielle. On n'a pas une histoire de l'existence humaine. Il n'y a que le poète qui est en rapport à l'existence Donc humaine. il est acteur, en fait, de cette histoire. Non? Il est traversé. Voilà, tout à fait. Il est traversé. Il est traversé. Il est la vérité de l'histoire. Voilà, c'est ça. Le poète est la vérité de l'histoire. Il n'est pas acteur, mais il l'institue. Il n'est pas l'acteur, il est l'instituteur. Comme Homère a été l'instituteur de la civilisation occidentale. Et comme Rimbaud est aujourd'hui l'instituteur de notre monde.